J'ai eu l'occasion, il y a plusieurs années, à l'initiative de la présidente d'un groupe hem, d'EHPAD, c'est-à-dire de résidence pour, personnes âgées, dépendantes, j'ai eu l'occasion de parler à 500 directeurs de ces établissements et elle m'avait demandé de leur parler de la mort. Le thème de la convention pour laquelle ils étaient tous réunis, c'était «prendre soin». J'ai commencé mon propos en leur disant: «Vous voulez prendre soin de personnes qui ont entre 80 et 100 ans, qui sont en perte d'autonomie et vous voulez prendre soin de ces personnes en évitant d'aborder la question de la mort? Mais vous ne pouvez pas prendre soin d'une personne âgée si vous évitez cette question. Parce que cette personne, dans sa tête, elle y pense. Et elle y pense pas d'une façon morbide, elle y pense d'une manière naturelle, elle sait qu'elle va mourir. Elle y pense forcément. Elle a donc des questions, des peurs, peut-être des choses à dire, des choses à transmettre et elle se sent dans une immense solitude parce que qui va accepter de s'asseoir à côté d'elle et de lui dire, «Parlez-moi de ce que vous avez de ce à quoi vous pensez». Qui va être capable de cela dans vos équipes? Pourquoi? Parce que vous tous les directeurs qui êtes là et qui avez entre 30 et 50 ans, bah, vous faites partie de la société dans laquelle nous vivons, une société qui dénie la mort, une société dans laquelle on fait comme si on n'allait jamais mourir et qui n'a pas compris que la mort fait partie de la vie. Vous faites partie de cette société. Bien, et je sais que la plupart d'entre vous, vous n'avez jamais eu l'occasion de parler de la mort, vous n'avez jamais eu l'occasion d'évoquer ce que ça peut vous faire personnellement, d'évoquer vos propres expériences de deuil. Je vais vous raconter quelque chose. Lorsque, j'ai pris, mon poste de psychologue en soins palliatifs il y a très longtemps, il y a 40 ans, et lorsque j'ai pris cette fonction, le médecin-chef, m'a demandé de former l'équipe, la future équipe. Et j'ai proposé que le premier rituel qui fonde en quelque sorte notre travail commun soit une réunion dans laquelle chacun puisse évoquer la manière dont la mort l'avait blessé, heurté dans sa vie. Comment il avait rencontré la mort dans sa vie. Et le médecin a accepté. Donc nous étions tous réunis un matin et le médecin-chef a commencé en racontant le chagrin qu'il avait eu quand son fils s'est suicidé. Et il a même laissé échapper une petite larme le long de sa joue. Tout le monde a écouté avec silence, et puis le médecin adjoint a pris la parole, a raconté lui aussi une expérience qu'il avait eue dans sa famille, et puis tous les membres de l'équipe, les infirmières, les aides-soignantes, les femmes qui s'occupent du ménage, la personne qui s'occupe des repas, les bénévoles, toutes les personnes ont pris la parole les unes après les autres pour évoquer la façon dont la mort avait croisé leur vie. Ça a duré plusieurs heures et à la fin de cela, une infirmière est venue me voir. Elle m'a pris par le bras et elle m'a dit: «Marie, je ne pourrai plus jamais voir mes collègues de la même façon. Parce que maintenant je sais que nous sommes tous des êtres humains qui avons été heurtés, blessés parfois par la mort, que ça fait partie de notre vie et que, nous avons ça en commun. Nous sommes tous mortels et nous avons eu des proches qui sont morts. Nous avons été en deuil, les uns et les autres. Nous avons ça en commun. C'est ce qui fait notre humanité». Je vous disais donc que toutes ces personnes qui sont dans les résidences pour personnes âgées dépendantes ont la question de la mort dans leur tête. Elles y pensent et évidemment, elles n'osent pas en parler parce qu'elles sentent très, très bien que les jeunes qui s'occupent d'elles, ont peur
de la mort, ont peur de venir s'asseoir et d'en parler. Donc, prendre soin de ces personnes, c'est savoir s'asseoir. Alors souvent on me dit: «Mais on ne sait pas quoi dire et quoi faire», mais il y a rien à dire, il y a rien à faire. Juste s'asseoir. S'asseoir quand la personne dit: «Oh, vous savez, je pense souvent à la mort». Au lieu de fuir à ce moment-là et de dévier la question en disant: «Oh, mais il ne faut pas avoir des pensées pareilles madame, vous êtes vivante». Au lieu de fuir la question, au lieu de prendre la fuite, s'asseoir. «Pourquoi me dites-vous ça madame? Je peux vous entendre, je peux vous écouter, parlez-moi». La personne, elle va parler parce qu'elle va sentir que vous êtes disponible, que vous pouvez écouter. Donc elle va commencer à parler, peut-être d'une peur qu'elle a, peut-être d'un souhait qu'elle aurait, peut-être de quelque chose qu'elle a absolument besoin de faire avant de mourir. Et vous, il y a juste à écouter et à être là. Alors je sais que c'est difficile, pour les raisons que je disais tout à l'heure, c'est difficile pour vous, parce que vous n'avez pas l'habitude de cela. Mais c'est comme ça que vous prenez soin de cette personne. Et puis ensuite, vous pouvez lui dire: «Écoutez, je vous remercie de m'avoir dit, tout cela, de m'avoir fait cette confiance. Nous allons voir ce que nous pouvons faire pour, vous rassurer le plus possible. Heu, vous n'êtes pas obligé de fournir une réponse tout de suite. Vous pouvez juste dire: "J'ai entendu ce que vous dites, nous allons voir avec l'équipe, nous allons en parler, mais nous n'allons pas vous abandonner. On va trouver réponse à ce que vous dites". Si la personne, par exemple, dit elle souffre du fait que sa famille ne vient pas la voir assez souvent, parce qu'elle a l'impression qu'elle a plus longtemps à vivre et qu'elle aimerait que, eh bien, heu, là, on peut dire: «Bah, écoutez, nous allons contacter votre famille, nous allons, faire tout ce que nous pouvons pour vous aider». À ce moment-là, la personne, elle sort de sa solitude et elle sort de la solitude, pourquoi? Parce que tout simplement vous avez su vous asseoir et écouter. Et vous pouvez lui demander aussi ce qui peut lui faire du bien. Qu'est-ce qui peut vous faire du bien, dans votre vie actuellement? De quoi vous avez besoin? Très souvent, les personnes ont besoin tout simplement de silence. Elles ont besoin d'être seules avec elles-mêmes. C'est quelque chose que les jeunes ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'on puisse avoir besoin de silence puisqu'on est tout le temps connecté à quelque chose et que souvent les aides-soignants, quand ils rentrent dans une chambre, ils allument la télévision pour que la personne ne soit pas seule, qu'elle soit distraite. Mais la personne, souvent, elle dit: «Non, non, j'ai pas envie de ça. Moi, je suis bien avec mes pensées, avec mes souvenirs, avec moi-même». Quelque chose qu'on a du mal à imaginer. Donc il faut savoir ça, c'est que les personnes dont on prend soin, personnes âgées, elles vivent des choses très différentes de ce que nous vivons quand nous sommes plus jeunes. Il faut accepter ça, accepter que leurs besoins ne sont pas forcément ceux que nous projetons pour eux. Ils n'ont pas forcément besoin d'être tout le temps animés par quelque chose, aller dans la salle commune. D'ailleurs, quand on voit dans les salles communes, souvent on voit qu'ils ne se communiquent pas beaucoup entre eux, hein, ils sont souvent dans leurs pensées, souvent il y a quelque chose qui manque dans le simple fait de comprendre que cette personne-là vit des choses très différentes de ce que nous imaginons, hein, donc il faut s'informer aussi, il y a suffisamment de livres qui parlent de ce que vivent les personnes très âgées, suffisamment de témoignages et être plus dans une écoute fine du besoin de l'autre. Et puis, arrive le moment où peut-être la personne va mourir. Elle a exprimé le souhait qu'elle voulait mourir dans son lit, pas à l'hôpital. Le L'établissement que vous dirigez respecte ce souhait. Elle va pouvoir donc mourir dans son lit, hein. Vous avez pris contact avec une équipe mobile de soins palliatifs pour être sûr qu'elle ne souffre pas et contacter la famille pour que la famille vienne l'accompagner. Mais vous aussi, heu, vous pouvez être amené à venir, lui dire au revoir ou tout simplement passer un moment près d'elle et ce qui est très important, c'est simplement
être présent, être là. Et puis, peut-être aussi savoir donner la permission de mourir. Pouvoir dire à quelqu'un, «Bah, écoutez, vous avez voilà, vous avez une belle vie, une vie pleine, une vie, vous avez vécu votre vie et maintenant, bah, vous pouvez aussi, partir, vous en aller, aller vers» alors là, ça dépend un peu de la croyance de la personne, mais que peut-être, elle, vous connaissez, mais même si vous ne la connaissez pas, vous pouvez lui dire: «Vous pouvez là, vous endormir paisiblement, hein. Vous avez vécu votre vie, fait le mieux possible et puis tout ce que vous avez fait et dit est là dans le cœur des gens que vous aimez et ils vont, même si vous êtes dans l'invisible, vous resterez une présence dans l'invisible certes, mais une présence dans leur cœur. On ne va pas vous oublier. C'est quand la personne mourante sent que les autres ne la retiennent pas et la laissent libre de s'en aller, eh bien, c'est extrêmement soulageant. Les personnes souvent attendent la permission de mourir pour pouvoir justement partir. Il y a une chose aussi qui me paraît très importante, à savoir pour des directeurs d'établissements qui accueillent des personnes aussi qui sont en perte cognitive, atteintes de la maladie de Parkinson ou atteintes de la maladie d'Alzheimer, de savoir que, ces personnes qui, apparemment sont absentes, hein, se sont absentées du monde, sont tombées dans l'oubli, heu, sont des personnes qui probablement à l'intérieur d'elles-mêmes, au fond d'elles-mêmes, ont une gardent un espace dans lequel ils sont toujours eux-mêmes. Et je pense que quand on parle de dignité aussi, il faut pouvoir continuer à s'adresser à une personne qui apparemment, n'a je dirais a perdu la tête ou elle n'a plus, de continuer à lui parler à parler à la partie saine à l'intérieur d'elle-même. C'est une chose que beaucoup de proches, de familles savent faire. Je pense que c'est important aussi pour les soignants de continuer à parler, je dirais, à la personne comme si elle avait toutes ses facultés. Heu, il m'est arrivé il n'y a pas très longtemps d'aller voir mon beau-frère qui est en province, qui est un ancien cardiologue et qui est atteint de la maladie du corps de Lewy. Une c'est un mélange de Parkinson et d'Alzheimer. Il est, accompagné par ma sœur qui est une aidante, très aimante et il vit sur son fauteuil, même s'il peut encore faire quelques pas, en s'appuyant sur son fauteuil ou au bras de quelqu'un et c'est, quelqu'un qui continue à s'alimenter, qui a encore, toute une dimension de vie, heu, mais effectivement, on se demande s'il est vraiment présent. Quand je suis arrivée, je ne l'avais pas vu depuis 2 ans, il m'a tout de suite reconnue. Je l'ai vu à son regard et je me suis approchée de lui et il m'a dit: «Marie, est-ce que tu pourrais me parler des souvenirs que tu as avec moi?» J'étais très étonnée parce que c'était un discours tout à fait clair et tout et je lui dis: «Mais bien sûr», je suis rentrée dans la maison avec lui, me suis installée à côté de son fauteuil. Il m'a saisi la main qu'il a tenue fermement pendant tout notre entretien, au moins 2 heures, je me souviens et je lui ai raconté tous les souvenirs que j'avais de lui, de de notre, de l'enfance de ses enfants, des vacances que nous avions partagées, des je lui ai raco il me regardait avec intensité. Son regard était d'une présence et d'une intensité. Il n'a pas dit un mot, mais je savais qu'il était présent à ce que je disais et ça m'a, confortée, vous voyez, dans ce que j'essaye de transmettre quand je dis d'essayer de vraiment de s'adresser,
à la personne qui a perdu ses facultés cognitives de la manière la plus naturelle possible.